Bonjour à vous. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement si ce n'est déjà fait, éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne. Là, cette vidéo, c'est le point sur l'Ukraine du 19 octobre 2024 avec comme titres principaux Zelensky qui présente son plan de victoire. Et moi, comme j'ai vu la version à la Rada, c'est-à-dire pour la première fois, il détaillait officiellement son plan de victoire avec tous les détails, hein, puisque quand il était aux États-Unis, il avait révélé qu'une partie de son plan de victoire. Bon, les gros points avaient été discutés avec Joe Biden, Donald Trump et Kamala Harris. En gros, eux, il leur a dit son plan de la victoire dans son entièreté, mais c'était resté un secret pour les médias, même s'il y a eu des fuites et que les principaux points ont déjà été connus des grands médias. Et le point principal, j'en ai très longuement parlé précédemment, c'est-à-dire d'avoir des missiles qui permettent de frapper en profondeur la Russie au-delà de 500 km. J'en avais déjà longuement parlé. C'était son point principal. Souvenez-vous, cela avait été mis de côté par tous les alliés, ainsi que le deuxième gros point dont les médias avaient eu vent, c'est-à-dire l'entrée immédiate de l'OTAN de l'Ukraine. Tout ça, ça avait été refusé par tous les alliés et principalement par Joe Biden. Donc en gros, comme c'est les États-Unis qui décident, si Joe Biden dit non, les alliés disent non. D'ailleurs, la France et l'Angleterre avaient été très francs, très honnêtes, hein. La France et l'Angleterre avaient dit de concert que si les États-Unis refusaient ces points-là, eux-mêmes refuseraient, hein, parce que sans les États-Unis, ça ne servait à rien. Donc on pourra noter quand même l'honnêteté de vassalité de l'Angleterre et de la France. Bref, revenons à nos moutons. Donc Zelensky était revenu bredouille des États-Unis et là, il nous dévoile le plan de victoire dans son entièreté à la Rada. Et après son discours à la Rada, il a répété tout cela dans plusieurs pays de l'Europe, France, Allemagne, etc. Bref, mais il a dit la même chose. Alors moi j'ai vu son discours à la Rada. Alors bon, alors quand j'ai vu son discours à la Rada sous-titré en anglais, j'ai été très surpris, quoi. En fait, non, j'ai pas été très surpris. Je n'ai pas été vraiment surpris, mais bon, un peu déçu de la part de Zelensky parce que tout ce qu'il a dévoilé aux députés de la Rada, c'était complètement insipide et sans surprise. C'est-à-dire tout ce que les médias pensaient, tout ce que les médias avaient fait fuiter, à deux exceptions près. Ça a été répété à la Lada. Donc en gros, l'entièreté de son discours où il devait révéler tous les pans secrets qui n'avaient pas été déjà dits, en gros, aucune surprise. C'était exactement la même chose que son premier plan qui avait été dévoilé il y a des mois, qui était en 10 points, si vous vous souvenez. Eh bien, il a repris tous les points déjà présenté. Donc il n'y avait absolument rien de neuf. Absolument rien. On n'a strictement rien appris. Alors bon, il y a 5 points principaux dans son discours. On va voir ça dans le détail en article, comme d'habitude, hein. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je marche principalement presque qu'avec des articles, donc on va voir tout en détail. Là, c'est qu'une introduction, comme j'en ai l'habitude, c'est la tradition dans les points sur l'Ukraine. Donc, en gros, les 2 points principaux, c'est quoi qu'il a répété, c'est des missiles pour pouvoir frapper en profondeur en Russie. C'était son point principal. Et son deuxième point principal, c'était l'entrée immédiate dans l'OTAN. Voilà, en gros, s'il fallait retenir que deux choses, c'est ça. Et quand il était revenu bredouille des États-Unis, bah, c'est exactement ce qu'il demandait.
Mais en réalité, ça fait des mois, des mois, des mois et des mois qu'ils le demandent. Rien n'est nouveau là-dedans. Et ça a toujours été refusé. Sauf que là, ça a été refusé définitivement de ces deux points par les États-Unis. Donc il est revenu bredouille, je vous en ai longuement, longuement parlé déjà précédemment. Et bien là, il répète. Sauf qu'il ajoute d'autres choses, comme évidemment qu'il ne lâcherait pas un pouce de terrain, qu'il garderait tout, y compris la Crimée, qu'il fallait en plus armer l'Ukraine de telle manière que cela ferait peur à la Russie et que cela empêchera la Russie de menacer l'Ukraine dans le futur et que en fait l'Ukraine serait tellement armée, mais il précise, il a bien précisé à la Rada, de manière non nucléaire. Ce serait de manière non nucléaire, uniquement des armes conventionnelles. Mais il y aurait tellement d'armes, l'Ukraine serait tellement armée que la Russie abandonnerait. Ce n'est pas fini. Et aussi, alors là, on atteint le ridicule le plus total, pour ne pas dire le pathétique. En fait, qu'il réclame, bien sûr, une aide telle, c'est-à-dire d'armement et d'argent, qu'en fait, à la fin, puisque ça c'est quand même le titre, c'est le plan de la victoire, c'est quand même le titre de son plan. Et bien que, bon, voilà, avec les armements, l'argent, bah, il finirait quand même par vaincre la Russie. Mais attention, pas l'Ukraine toute seule, avec l'OTAN. Ah oui, parce que en gros, à la fin des fins de son discours, c'est euh, tout ça ne sera possible qu'avec l'aide des alliés. Donc en gros, il se défausse entièrement et en gros, il dit bon bah tout ça sera possible, mais qu'avec l'aide de l'OTAN, qu'avec le soutien total de l'Union européenne et des États-Unis. Voilà. Et en plus, à la conclusion, à la toute fin de son discours, que j'ai suivi attentivement, il donne quand même une sorte d'ultimatum à l'Occident. Parce qu'à la fin de son discours, il dit, en gros, hein, alors, ça c'est moi hein, qui traduis pour vous, parce que fallait, voilà, moi qui ai suivi l'entièreté du discours, bah, j'en ai toutes les intonations, toutes les nuances. Et à la fin, c'était quoi? C'était, bon, si vous ne faites pas tout ce que j'ai demandé, c'est-à-dire l'entrée immédiate dans l'OTAN, les missiles, qu'il faut frapper en profondeur, des, je ne sais pas combien de systèmes patriotes, des F-16 en veux-tu, en voilà, etc. Et bon, il n'est pas stupide hein, avec l'intervention directe de l'OTAN, parce qu'évidemment, il sait très bien qu'il n'a plus d'hommes. Donc en gros, on aura beau lui donner, quoi. J'espère qu'il s'en rend compte, tout du moins, je l'espère. Mais j'ose espérer, moi ça fait un an, plus d'un an que je vous le dis, il a plus d'hommes. Donc il sait très bien que quel que soit l'armement qu'on lui donne ou des milliers de milliards de dollars qu'on lui donne, s'il n'y a pas de soldats derrière, ça sert à rien. Donc bref, donc en gros, il dit voilà, donc armement, argent, mais aussi l'OTAN qui doit intervenir directement. Parce que sinon, si vous faites pas ça, en gros, ben, l'Ukraine doit capituler et cela se fera sous les conditions de la Russie. Je vous préviens. Donc ce serait une victoire totale de la Russie. Et donc, après la victoire totale de la Russie menacera l'entièreté de l'Europe, avec en premier lieu les États baltes, suivis de la Pologne. Voilà, voilà. Donc, à la fin, ça finit par un semi-ultimatum, une grosse menace à peine voilée. En gros, vous me donnez pas ce que je veux, moi je capitule et vous voyez ce qui va arriver si je capitule. Hein. Voilà, en gros c'est ça. Alors maintenant, est-ce que l'Occident va mordre à l'hameçon? À mon avis, non,
puisque les dernières interventions des États-Unis, c'est nous, on va aider l'Ukraine, mais voilà, vite fait, parce que c'est ça en réalité dans les faits. Là, le Pentagone vient encore de débloquer 425 millions de dollars. On ne sait vraiment pas d'où ils arrivent à gratter cet argent, mais c'est l'argent des contribuables américains qui part encore une fois à l'Ukraine. Donc c'est par petites touches, mais c'est très régulier. Et l'Europe, c'est pareil, c'est par petites touches, mais c'est très régulier. Quoi, l'Europe donne bien plus que les États-Unis en argent. Je dis bien en argent, hein, parce que l'Europe donne 3 milliards d'euros par mois uniquement pour que l'État fonctionne, hein, c'est-à-dire payer les fonctionnaires, les soldats, etc. L'Ukraine est un pays sous perfusion, ne l'oublions pas. Bref, donc Zelensky, moi à la fin ce que j'en ai retiré, c'est du délire complet. Du délire complet. Alors, j'ai envie de dire, malgré tout, le pauvre Zelensky. Parce que ça fait 2 ans et demi que je vous dis que Zelensky est menacé principalement par le bataillon Azov depuis son entrée au pouvoir. Donc n'oublions pas que Zelensky, il allait capituler 2 fois. Donc la première fois juste après l'invasion russe, entre guillemets, et la deuxième fois en avril 2022, il allait capituler, et c'est Boris Johnson qui est intervenu in extremis pour arrêter les négociations. Bon, c'était tout un micmac. Je vous ai raconté l'histoire des dizaines et des dizaines de fois en détail. Je ne vais pas y revenir ici. Bref, donc, le pauvre Zelensky, parce que lui, il est pris entre le marteau et l'enclume. Il a eu des menaces de mort régulièrement, bon, des néo-nazis ukrainiens. Je vous ai montré une vidéo il y a quelque temps d'un haut responsable du bataillon Azov qui a dit que si Zelensky capitulait, il le pendrait dans une grande avenue à Kiev. Voilà, et ça c'est dit comme ça sur Telegram, hein, un des grands chefs du bataillon Azov qui fait une vidéo rien que pour dire ça, si jamais Zelensky capitulait. Et le pauvre Zelensky, j'insiste hein, encore une fois, pourquoi entre le marteau et l'enclume, c'est parce que par 2 fois il allait capituler, et par 2 fois l'OTAN lui a dit ne t'inquiète pas, tiens bon, on va te donner tout ce qu'il faut pour arriver à la victoire complète, ne t'inquiète pas, avec nous tu es sûr de gagner. Voilà. Et on lui a promis monts et merveilles, on lui a dit que la Russie était complètement obsolète, que son complexe militaire industriel était ridicule face à celui de l'OTAN, etc., etc. Zelensky, il a cru à tout cela. Donc pour moi, je me mets à la place de Zelensky, il est tout à fait normal, et je ferai pareil que lui, de mettre toute la responsabilité de tout ça sur l'OTAN. C'est à l'OTAN de se débrouiller, c'est pas à l'Ukraine. Moi, je ferai pareil que lui, et il a raison de donner toute la responsabilité à l'OTAN. Alors évidemment, je dis ça, je me fais l'avocat du diable, parce qu'évidemment, Zelensky, dès le début, aurait pu ne pas marcher là-dedans et refuser, même démissionner, abdiquer de son mandat présidentiel et abandonner son poste dès le début, fuir à l'étranger. Il était déjà très riche, puisque n'oubliez pas que Zelensky, avant qu'on parle de 2022, de l'invasion russe, de l'opération militaire spéciale, Zelensky, on parlait de lui déjà, parce qu'il était au centre des Pandora Papers. Ne l'oublions pas, il était mêlé avec les oligarques Oumerov, et oui, tous ces amis oligarques, ils étaient mêlés dans les Pandora Papers, ils étaient déjà mêlés dans les affaires d'Hunter Biden. Déjà à l'époque, on en parlait déjà en 2020, en 2019, on parlait des affaires de Joe Biden quand il était vice-président des États-Unis, on en parlait déjà avec toutes ces affaires.
de gaz et de pétrole en Ukraine. On en parlait déjà. Et oui, Joe Biden était déjà mouillé jusqu'au cou avec ses bisbilles et avec le procureur général ukrainien que Joe Biden a fait virer en s'en vantant à la télévision américaine. Voilà. Donc il avait menacé le procureur, quoi, non, le président de l'époque, euh, Porochenko, euh, il avait menacé de ne pas lui donner les subsides américains s'il virait pas le procureur général ukrainien, qui menaçait de faire un procès à son fils, Hunter Biden. Vous voyez, donc bref, c'était toute une histoire. Là, je commence à être trop long. Ça, c'est mon gros travers, mon gros défaut. Voilà, donc autre titre principal, on a Zelensky, toujours lui, qui a eu une bonne idée. Il a dit que 10 000 soldats nord-coréens étaient présents en Ukraine. Alors évidemment, il invente ça pour une intervention directe de l'OTAN. Ça lui servait de prétexte en Ukraine. Donc juste après son discours de la Rada, on a ça comme annonce de la part de Zelensky. Voilà. Quelle étrange coïncidence. Quelle concomitance des faits. C'est étonnant. Et manque de peau pour Zelensky, juste après, Mark Rutte, celui qui a remplacé Jens Stoltenberg en tant que chef de l'OTAN, a dit qu'il n'y avait aucune preuve des allégations de Zelensky quant à des soldats nord-coréens en Ukraine. Et donc, que non, il n'y aurait pas d'intervention de l'OTAN, bien sûr, mais par contre, que l'OTAN serait aux côtés de l'Ukraine jusqu'à la victoire de l'Ukraine. Donc Mark Rutte s'est quand même bien rattrapé à la fin. Alors nous allons voir bien d'autres informations diverses. Et parmi ces informations diverses, il y en a une assez croustillante. C'est celle de Stefan Tchouk, le président de la Rada, qui s'est confié à un journaliste à la télévision ukrainienne, qui devient de plus en plus libre, hein, étonnamment. Hein. Je vous ai montré pas mal d'extraits depuis des mois et des mois. Il y a de plus en plus d'informations croustillantes. Donc c'est de moins en moins surveillé. On sent que le SBU se relâche. Bref, donc on a le président de la Rada qui avoue nûment, comme ça, un journaliste ukrainien, que l'Ukraine n'est qu'une armée de l'OTAN. Voilà, alors je ne sais pas s'il dit ça de manière sarcastique, de manière innocente, candide, je ne le sais pas, mais il dit que c'est qu'une armée de l'OTAN et il laisse entendre qu'en fin de compte que l'Ukraine n'est qu'un pion que pour affaiblir la Russie. Voilà, et on va le voir, hein, je vais vous montrer la vidéo, je vais vous montrer tout ça, vous allez voir, c'est très très parlant, très intéressant, parce que ce genre d'aveu, en plus du président de la Rada, c'est exceptionnel. Mais ça montre combien, à quel point tout va mal en Ukraine. On parlera bien sûr de l'hiver qui arrive, de la Rasputitsa, que c'est une catastrophe, surtout l'hiver maintenant. Surtout l'hiver du fait de la crise énergétique totale en Ukraine qui est de plus en plus inquiétante, puisque évidemment les Russes n'arrêtent pas de bombarder les infrastructures énergétiques, ils n'ont pas arrêté. Hein. Voilà, Kursk se réduit comme peau de chagrin, comme c'était prévu bien évidemment. Pakrovsk qui est en train de tomber. Alors là, ça va être absolument terrible. Ougledar, les médias ont quand même un peu mis ça sous le tapis. Je pensais qu'ils allaient en parler beaucoup plus du fait que c'était un symbole énorme pour l'Ukraine. Au final, on en a beaucoup parlé en Ukraine, mais très peu en dehors de l'Ukraine. Sur Pakrovsk, ça fonctionnera pas. Ils pourront pas mettre ça sous le tapis. On va parler donc de bien d'autres sujets. Et comme d'habitude, cette vidéo est en 3 parties. Les informations générales suivies de la conclusion. Et enfin, à ne pas manquer, la carte militaire pour savoir ce qu'il se passe sur le terrain. Voilà, commençons. Alors là, on va voir un tweet de Julian Robke, qui est pourtant pro-ukrainien à fond et qui est un chef éditorial au Bild, au grand journal allemand Bild. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit?
Il nous dit, je vous traduis en français à la volée, hein, donc pardonnez-moi si c'est pas parfait. Il nous dit, le plan de la victoire de Zelensky, aïe aïe aïe, joindre l'OTAN n'arrivera pas. La permission de frapper en profondeur en Russie avec des armes occidentales n'arrivera pas. Un plan de défense contre l'aviation russe n'arrivera pas. Et la libération du pays n'est même pas mentionnée, quoi, n'est même plus mentionnée. C'est-à-dire qu'on parle même plus de la libération du pays. Et moi, j'ajoute dans son discours, c'est que aller vers la guerre, hein. Que être de plus en plus armé, que de plus en plus faut aller vers la guerre, éventuellement vers une troisième guerre mondiale, ce serait la seule solution pour Zelensky, hein. Bah oui, puisqu'il veut la participation de l'OTAN et l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Ce qui veut dire, hein, on pourrait dire, allez, grosso modo, on entre dans la troisième guerre mondiale, hein. C'est à peu près ça, hein, sauf si l'Occident, face au délire de Zelensky, oh là là, on laisse complètement tomber l'Ukraine, on veut plus rien savoir de l'Ukraine, et que la Russie s'empare complètement de l'Ukraine. À moins que ça soit ça, mais ça voudrait dire l'intervention de l'OTAN directe, et donc la troisième guerre mondiale. Bref. Donc il dit ici speechless, ça veut dire j'en reste sans voix. Et là, il ajoute, ce qui me laisse sans voix n'est pas qu'il ait dit tous ces points-là, mais que tous ces points-là ont déjà été rejetés par les alliés occidentaux. Effectivement, je vous l'ai déjà dit dans l'introduction, tout ça, ça a été déjà rejeté. Et le plan n'inclut pas une seule fois quelque chose de réaliste qui pourrait changer la donne sur le terrain militaire. Il n'y a rien qui puisse changer la donne sur le terrain militaire dans le plan de la victoire de Zelensky. Donc voilà, l'intervention de Julian Robke est très intéressante, c'est pour ça que je vous ai montré son tweet. Là, nous avons un article du Monde qui date du 17 octobre et qui nous dit « Le président ukrainien a affirmé que 10 000 soldats nord-coréens se préparaient à combattre en Ukraine aux côtés des forces russes. Nous n'avons aucune preuve que des soldats nord-coréens participent au combat, mais nous savons que la Corée du Nord soutient la Russie », a déclaré de son côté le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte. Donc il a raison sur les deux points, il n'y a aucune preuve et effectivement il y a un pacte entre la Corée du Nord et la Russie qui est un pacte officiel de soutien, c'est-à-dire que si la Corée du Nord, la Russie interviendra pour la soutenir et si la Russie est attaquée, la Corée du Nord interviendra pour combattre auprès de la Russie. Ça par contre c'est vrai. Mais même Mark Rutte dit qu'il n'y a aucune preuve comme quoi il y ait des soldats nord-coréens en Ukraine. C'était quand même important à noter. Enfin, mes derniers mots sur ce sujet, on a Le Monde qui nous dit en direct guerre en Ukraine, Kiev demande une réaction forte et des armements à ses alliés après les révélations sur l'implication de la Corée du Nord. Donc là, ils font référence à ce que dit Zelensky et des 10 000 Nord-Coréens en Ukraine. Bien entendu. Et ensuite, on a dans un communiqué publié vendredi, le service de renseignement sud-coréen a annoncé que Pyongyang avait déployé un premier contingent de 1500 membres de ses forces spéciales à Vladivostok, dans l'extrême-orient russe, et en enverrait d'autres prochainement. Alors là, ça n'a rien à voir avec les dires de Zelensky et les 10 000 soldats nord-coréens en Ukraine. Le fait que la Corée du Nord ait envoyé 1500 forces spéciales d'après les renseignements sud-coréens, oui, ça c'est tout à fait possible. Et même logique, étant donné le pacte militaire qu'il y a entre la Corée du Nord et la Russie. Là, on va voir un extrait d'un entretien très intéressant entre le président de la Verkhovna Rada Stefanchuk et un journaliste ukrainien et il parle de l'armée ukrainienne. Alors bon, c'est en ukrainien, sous-titré en anglais, je vous traduis vite fait.
Доєднавшися до НАТО, ми чітко повинні сказати, що сьогодні українська армія, вона де-факто є армією НАТО. Alors là, on peut dire que de facto, l'armée ukrainienne est une armée de l'OTAN. Тому що це армія, яка воює зброєю НАТО. Parce que c'est une armée qui utilise les armes de l'OTAN. Армія, яка воює за стандартами НАТО. Qu'elle combat suivant les standards de l'OTAN. Армія, яка воює, відстоюючи принципи і цінності НАТО. Une armée qui suit les principes et les valeurs de l'OTAN. І армія, яка виконує основну функцію НАТО. Це захищає східний кордон. Et une armée qui est utilisée comme l'OTAN le pense, c'est-à-dire pour défendre la frontière est de l'OTAN. НАТО від вторгнення з боку Російської Федерації. D'une invasion russe. І тоді в мене логічне питання до моїх колег. Якщо це не армія НАТО. Donc j'ai une question à dire à mes collègues. Est-ce que c'est une armée de l'OTAN, l'armée ukrainienne? Donc évidemment, quand vous regardez tout, on arrive à lire entre les lignes. Et en gros, c'est une armée composée de soldats ukrainiens qui sont en réalité la chair à canon de Washington, en vrai, puisque on n'envoie pas de soldats américains ou européens en Ukraine, tout du moins pas officiellement. Et qui meurt en attendant, c'est les soldats ukrainiens, la population ukrainienne. Et Washington n'en a que faire, bien évidemment. Donc lui, c'est le président de la Rada. Alors bien évidemment, il ne peut pas dire les choses comme moi je vous le dis. Il le dit de manière très indirecte. Mais quand on lit entre les lignes, c'est comme ça qu'on pourrait l'interpréter. Tout du moins, c'est ce que je subodore. Maintenant, est-ce vrai, est-ce faux, est-ce que je me trompe ou non, je ne le sais pas. Mais moi, je l'interprète comme cela. Parce que pourquoi dirait-il ça maintenant? C'est quand même fort tout cela. Pourquoi dit-il ça? Voilà. Dire que c'est carrément une armée de l'OTAN et non pas l'armée ukrainienne dont on nous vante l'héroïsme à tout bout de champ, comme le fait Zelensky d'ailleurs récemment à la Rada, ou dans les journaux occidentaux, où on nous dit « Ah ouais, un Ukrainien vaut 10 Russes, ils sont astucieux, voilà, ils peuvent faire bien plus que les soldats russes, etc. » Et là, il nous dit « Bah non, en fait, c'est une armée de l'OTAN et qui ne tient que parce que c'est une armée de l'OTAN et non pas une armée propre ukrainienne. » Voilà, c'est mon analyse tout du moins. Là, un titre de Der Spiegel qui est très parlant. Un pays saigné à blanc. L'Ukraine entre dans son 3e hiver de guerre et cela pourrait être le pire. Le gouvernement de Kiev envisage pour la première fois d'âpres compromis avec la Russie. Alors, ce titre est très intéressant parce qu'il résume très bien la situation. Parce qu'on a les rodomontades de Zelensky qui sont complètement ridicules et absurdes, alors que l'Occident, dans le même temps, commence à apprendre un petit peu, je dis bien qu'un tout petit peu, l'humilité. Dans le sens que l'Occident se réveille avec la gueule de bois, voit qu'elle a perdu la guerre contre la Russie, et qu'en réalité, le gouvernement de Kiev sait très bien où il va, hors Zelensky, mais comme je l'ai dit à maintes et maintes reprises, il est possible que Zelensky joue sa vie s'il ne joue pas son rôle de président intransigeant. Voilà. N'oublions pas les néo-nazis qui le menacent si jamais il lâche ses rodomontades envers l'Ukraine. Ne l'oublions pas. Mais bon, bref, ça résume très bien parce que n'oublions pas quand même qu'il y a quelque temps, et malgré les menaces qui pèsent sur Zelensky, n'oublions pas que Zelensky lui-même avait dit qu'il pourrait céder les territoires à la Russie, mais uniquement avec un référendum. Voilà, n'oublions pas qu'il a quand même dit cela. Alors, voilà, alors, on ne sait plus sur quel pied danser avec Zelensky, mais en tous les cas, là, il avait l'air d'être très sûr de lui et
très ferme quant à sa décision de ne rien lâcher jusqu'à la victoire. Mais bon bref, Der Spiegel nous rappelle la réalité du monde, et en particulier de l'Ukraine, et j'ai trouvé que ce titre résumait parfaitement la chose. Alors ici un article du Royal United Services Institute, RUSI, qui nous dit la trahison imminente de l'Ukraine. Alors quand vous lisez l'article, c'est terrible. On va pas tout lire, hein. L'avenir de l'Ukraine est incertain, le soutien occidental s'effritant. Le danger immédiat vient de l'élection présidentielle américaine de 2024, mais le problème fondamental est l'incapacité de l'Europe à s'engager à mettre en échec l'invasion de Poutine. Ils oublient l'OTAN, il n'y a pas que l'Europe. Ils oublient les États-Unis. Le nouveau secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, s'est rendu à Kiev dès sa prise de fonction, où il a promis de continuer à soutenir l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie. C'est ce que je vous disais en introduction. Ses propos étaient sans doute sincères, mais il sait que de sérieux vents contraires sévissent en Europe et aux États-Unis. Le président Volodymyr Zelensky le ressent également lorsqu'il présente son plan de victoire dans les capitales européennes après un accueil mitigé à Washington. Bon bref, on va pas tout lire, mais en gros ce que dit le RUSI, d'où le titre, c'est que voilà, le soutien occidental s'effritant. Bon, il ne peut pas dire les choses clairement, le RUSI, parce que c'est quand même une entité occidentale qui est liée aussi à la propagande. En gros, là, c'est dit plus clairement, c'est-à-dire que l'aide s'effritant va amener à la trahison de l'Occident envers l'Ukraine. D'où le titre. Donc, c'est ce que je vous dis depuis des mois. Voilà. Sauf que là, c'est repris par des mots assez crus du RUSI. Voilà, la trahison imminente de l'Ukraine. Alors, c'est la traduction anglais-français. Hein. C'est l'Ukraine qui se fait trahir. Hein, c'est pas l'Ukraine qui trahit l'Occident, vous avez compris. Bref, oui, c'est une évidence. C'est ce que je vous dis depuis des mois et des mois quant à l'abandon progressif de l'Ukraine. Ça fait 1 an et demi que je vous dis que l'Ukraine a commencé à être abandonnée. Et ça s'est fait lentement. L'abandon s'est fait petit à petit, avec moins d'armes données, moins d'argent donné. Et la Russie prenant de plus en plus de terrain et étant évidemment gagnante de manière tellement flagrante, l'Occident se réveille, apprend un petit peu l'humilité de la manière la plus dure, pourrait-on dire, et commence à lâcher son poulain. Mais c'est typique de Washington, hein. Washington, au bout d'un moment, lâche toujours ses alliés, hein. N'oublions pas la phrase célèbre d'Henry Kissinger qui disait il valait mieux être un ennemi des États-Unis plutôt qu'un de ses alliés. Voilà. Expression prophétique et si vraie d'Henry Kissinger. Là, on va regarder un rapport intéressant qui vient d'une de mes sources qui s'appelle Simplicus the Thinker et qui dit « Ce n'est qu'une preuve supplémentaire de ce que nous savions déjà, à savoir que le jeu ukrainien consiste en une élite de connivence occidentale qui se positionne pour piller les ressources et les industries de l'Ukraine. Par exemple, la plupart des gens ont raté cet extrait de l'appel canular de l'ancien chef de la CIA, Mike Pompeo, avec les Russes Vovan et Lexus se faisant passer pour Porochenko, l'ex-président ukrainien. Alors je vous ai parlé à maintes reprises de Vovan et Lexus. Ils ont piégé Angela Merkel, ils ont piégé George W. Bush, ils ont piégé François Hollande, souvent en se faisant passer pour l'ex-président Porochenko. Et ça a permis de connaître énormément de choses. Le fait qu'ils aient piégé, par exemple, François Hollande, ça a permis de confirmer les dires d'Angela Merkel, quand Angela Merkel avait dit à Die en une interview télévisée que les accords de Minsk avaient été créés pour rouler dans la farine
Zelensky afin que l'Ukraine ait le temps de se fortifier pour une future guerre avec la Russie. Et donc ça, c'était Angela Merkel qui l'a dit très ouvertement dans une interview à Die et ça a été confirmé une semaine après grâce à Vovan et Lexus qui avaient fait un canular avec François Hollande, et François Hollande avait dit ah bah oui, je confirme ce que dit Angela Merkel, qu'effectivement les accords de Minsk n'ont été là que pour tromper Vladimir Poutine pour mieux fortifier l'Ukraine. Donc Vovan et Lexus sont des gens très importants. Voilà. Et dans cet appel privé, il décrit comment il a obtenu sa propre sinécure confortable dans une entreprise ukrainienne. On parle de Mike Pompeo. Voilà. N'est-il pas intéressant de voir comment l'ancien chef de la CIA, donc de 2017 à 2018, sous Donald Trump, dirige aujourd'hui une banque et cette banque rachète des entreprises ukrainiennes. Il est également intéressant de constater qu'il s'agit d'une entreprise de télécommunications, tout comme Vodafone, qui appartient à l'oligarque azerbaïdjanais qui vient de racheter le reste de l'industrie ukrainienne du titane. Pratiquement toutes les élites de l'État profond impliquées dans la débâcle ukrainienne ont mis la main à la pâte. Bon là, Simplicus vous montre un extrait de cette arnaque de Vovan et Lexus. I'm running a merchant bank called Impact Investments. It's myself and three Donc là, il dit je dirige une banque d'investissement. partners, and we invested in a company called Vion, and Vion owns the Ukrainian telecom company. Donc il a investi dans une société ukrainienne qui s'appelle Vian, et Vian est le propriétaire d'une compagnie de télécommunications ukrainienne qui s'appelle So Keystar. as part of our investment, I'm sitting on the board. Why I'm asking you is Bon, voilà. Donc ça, c'était, je vous montre ça comme référence, hein, pour vous dire que bon, bah, c'est pas une invention quoi, de Simplicus. Hein. Il a repris cet extrait-là. Bref, c'est extrêmement intéressant. Et après, on comprend mieux pourquoi les investissements colossaux de BlackRock, principalement, mais aussi de Vanguard, en Ukraine, principalement concernant les terres agricoles. Alors, cette affaire de BlackRock en Ukraine et les terres agricoles, je tiens à rappeler, pour ceux qui connaissent pas bien le dossier, que BlackRock n'achète pas des terres directement. BlackRock passe par beaucoup de sociétés écrans, quelquefois ukrainiennes ou américaines, en Ukraine. Hein. C'est pas BlackRock qui achète tout ça. Par contre, BlackRock et son PDG Larry Fink a vu à 2 reprises Volodymyr Zelensky pour avoir une sorte d'exclusivité quant à la reconstruction de l'Ukraine. Donc ça, c'est Zelensky, il a choisi Larry Fink, c'est-à-dire BlackRock, pour la reconstruction de l'Ukraine. Alors évidemment, BlackRock, c'est quoi là, les magouilles financières là-dedans? C'est que BlackRock serait payé par l'Union européenne pour reconstruire l'Ukraine. Et ça a été déjà mis au point de manière publique, par Zelensky, hein, qui l'a reçu en grande pompe. Donc c'était quand même intéressant à souligner. Bien entendu, il y a bien d'autres magouilles en Ukraine. Vous êtes au courant que Joe Biden, pendant plus de 10 ans, a fait ses magouilles économiques en Ukraine. D'ailleurs, ça continue toujours. Son fils, à un moment donné, a participé. Maintenant, il ne participe plus. Mais Joe Biden est extrêmement lié à l'Ukraine. Voilà, donc comme le dit Simplicus the Thinker, donc les élites de l'État profond impliquées ont mis la main à la pâte, bien évidemment, et ce depuis 2014, si ce n'est même encore avant. Mais depuis 2014, ça s'est avéré. Très intéressant donc. Là, je vais vous montrer un extrait vidéo de la chaîne Redacted, qui est une des plus grosses chaînes dissidentes aux États-Unis sur Internet.
Vous allez voir, cela dit énormément de choses. Alors bien évidemment, c'est en anglais, mais c'est sous-titré en français. Alors regardez bien, c'est très très intéressant. Of the Bretton Woods Conference and the end of U.S. dollar dominance. Donald Trump said this is going to be worse than losing a war. Our country's going to hell, and we're not going to be the big bar. We have power, but it's waning. In fact, it's waning in terms of our currency. And I'm not just talking about the value of our currency. I'm talking about our currency being used throughout the world. You want it to remain. You want the dollar to remain the world's reserve currency. Well, I think it's bigger than losing any war. And Trump is right. Under President Biden and Kamala Harris, the BRICS nations have massively accelerated their size and scope. On October 22nd, the BRICS countries, comprised of Brazil, Russia, India, China, and South Africa as its leaders, now expanding to include Egypt, Ethiopia, Iran, and the UAE. It now represents a staggering 35.6% of global GDP by purchasing power parity and 45% of the world's population. Iran has joined BRICS. At the same time, nutjobs in Washington, D.C. want to go to war with Iran to help Israel. I've been saying for 6 months now, hit Iran. They have oil fields out in the open. They have the Revolutionary Guard headquarters you can see from space. Blow it off the map. You see how this is lining up? Russia and China backing Iran? How do you think this is going to go? This grouping is now a significant counterbalance to Western economic and geopolitical hegemony, strength in numbers. But where does the real power come from? It comes from the resources. And that's exactly what this conference is all about. Putin is now setting his sights on resource-rich regions around the world, from the lithium plains of South America to uranium fields in Africa. And of course, the ever-vital oil and gas reserves. Energy resources are at the heart of this brewing conflict right now, but no one's really talking about it. The United States right now is set to double its electricity usage because of AI. And guess what? We get almost all of our uranium from Russia, all of our enriched uranium from Russia. What happens when Putin stops sending any to us? Game over. As you know, the surge for lithium, copper, and other critical minerals right now is really what's driving this covert global war. Now imagine if the BRICS nations cornered these markets. Western supply chains, especially those in tech and renewable energies, could face cataclysmic disruptions. We heard right from Senator Lindsey Graham's own mouth that the reason we're even in Ukraine is because of all of the minerals there. They're sitting on $1 trillion worth of minerals that could be good to our economy. So I want to keep helping our friends in Ukraine. We can win this. They need our help. That's right. We're literally stealing their minerals. So the United States and NATO allies might find themselves scrambling to secure lesser alternative sources as the energy balance tilts towards BRICS. Là, un article très intéressant qui est en relation avec ce que je vous disais concernant les ressources ukrainiennes et pourquoi l'Ukraine a tant de convoitises envers elle. Pourquoi il y a tant de convoitises envers l'Ukraine. Alors, par ses ressources, mais aussi sa terre agricole, en premier lieu, j'ai envie de vous dire, et en second lieu, ses ressources minières. Et là, que lit-on dans le courrier diplomatique? On lit « Privatisation ukrainienne, menace de corruption, titane et intérêt américain ». Ça, c'est dans le courrier diplomatique. Hein. Donc c'est très très intéressant, je ne vais pas tout lire parce que c'est beaucoup trop long, mais je vais lire juste le plus intéressant et qui est en rapport avec l'article précédent concernant les minéraux ukrainiens dont tout le monde s'intéresse. Alors on a le titane est un matériau essentiel pour les industries aérospatiales et militaires du monde entier et est un matériau vital pour d'autres industriels tels que la santé et la technologie. En particulier, l'éponge de titane est un matériau utilisé pour créer des pièces telles que des alliages et des lingots pour les avions, les vaisseaux spatiaux, les missiles et d'autres machines. La production mondiale de titane est entre les mains de 6 pays, Chine, Russie, Japon, Kazakhstan, Ukraine et Inde. La Russie étant le leader dominant des exportations de titane. Là, ça voudrait dire que si la Russie décidait de plus vendre de titane aux États-Unis, bah, les États-Unis seraient très mal parce qu'ils ne pourraient plus rien faire, ne serait-ce que concernant le marché de l'aviation. Mais bon, bref, vous voyez un petit peu toutes les convoitises concernant l'Ukraine. Là, c'est le titane, mais c'est pas que le titane. Il y a bien d'autres minéraux
comme l'a dit Lindsey Graham dans Redacted. Souvenez-vous du petit extrait que vous avez vu en début de vidéo de Lindsey Graham qui disait que l'Ukraine était assise sur des trillions de dollars en ressources minières. Ne l'oublions pas. Alors là, c'est le titre de The Kyiv Independent, donc un des plus grands journaux ukrainiens, qui dit « La voie de la victoire pour l'Ukraine pourrait passer par une solution coréenne. Un armistice de type coréen pourrait offrir à l'Ukraine une voie vers la sécurité et la souveraineté à long terme sans concéder la défaite à la Russie. » Alors ça, c'est vraiment complètement ridicule. Alors pourquoi je vous dis c'est complètement ridicule? Parce que si vous voulez, quand on lit la partie la plus choquante de l'article, qui reflète pour moi le sentiment actuel des partisans de l'Ukraine, c'est l'incapacité totale de l'Ukraine et de l'OTAN à comprendre que la pire option pour l'Ukraine, c'est pas simplement de terminer les choses en l'état actuel, comme si la Russie était impatiente de jouer le jeu et de dire ah bah ouais d'accord, alors d'accord, on va faire une solution à la coréenne. Non, il s'agit en réalité d'empêcher un coup dévastateur au moral de l'Ukraine, qui est déjà en miettes d'ailleurs. Donc ils continuent d'agir, ces Ukrainiens au pouvoir, sous l'hypothèse selon laquelle la capitulation de l'Ukraine ne représente que la signature d'un accord de paix défavorable avec la Russie pour créer une DMZ du style coréen sur la ligne de contact actuelle. En réalité, il semble que la Russie continue de faire montre d'intentions maximalistes, ce qui signifie que l'Ukraine risque de perdre bien plus que ces experts à la courte vue qui se permettent d'imaginer ce genre de choses. Une DMZ, c'est complètement ridicule. Si seulement c'était aussi simple pour la pauvre Ukraine. En attendant, la Russie, comme je le dis, elle a une vue maximaliste. Tout va bien, elle a le vent en poupe, la victoire est à portée de main. Pourquoi s'arrêter là? Pourquoi s'arrêter à ces 4 oblasts? Pourquoi pas prendre l'oblast en parlant d'une Novorossiya complète, totale, en partant du nord, l'oblast de Kharkov, l'oblast de Dnipropetrovsk, l'oblast de Nikolaïev et enfin l'oblast d'Odessa, pour finir au sud. Pourquoi s'arrêterait-il là? Donc le coup de cet armistice-là, dont beaucoup on parle dans les médias occidentaux, est complètement ridicule. La Russie n'en voudra absolument jamais. Ben oui. Bon, bref, je rappelle que pour qu'il y ait négociation entre deux parties, il faut que les deux parties veuillent bien négocier. S'il y a une partie qui ne le veut pas, tout simplement, c'est parler dans le vide. Ici un article de Foreign Policy qui nous dit « L'Ukraine face à une double menace si la Russie prend Pakrovsk. La ville de l'Est est un centre militaire clé, mais elle est également essentielle pour l'industrie sidérurgique ukrainienne. » Alors vous allez voir, j'étais très content en lisant cet article, parce qu'il reprend ce que je vous disais il y a plusieurs mois de cela, concernant l'usine de charbon qui est juste à côté de Pakrovsk. De mémoire, elle est à 13 km au sud-ouest de Pakrovsk. Et vous allez voir, là ils en parlent. La dernière offensive russe à Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, menace de renverser définitivement la ville de Pakrovsk. Et cela comporte des risques à la fois militaires et économiques pour une Ukraine assiégée qui se prépare déjà à son hiver le plus difficile de la guerre. Et vous allez voir, ils vont parler d'un sujet dont je vous avais déjà parlé il y a plusieurs mois concernant les mines de charbon. Et là, pour le coup, c'est pas une mine de charbon, c'est une usine de charbon. La ville a servi de plaque tournante logistique et de transport clé pour les opérations militaires ukrainiennes
dans l'est de l'Ukraine et constitue la porte d'entrée vers la conquête du reste de l'oblast de Donetsk et potentiellement vers des cibles encore plus importantes comme Dnipro, la 4e plus grande ville d'Ukraine avant la guerre. Bon, là, c'est le côté militaire. Mais la chute de Pakrovsk pourrait avoir un impact encore plus insidieux sur la capacité de l'Ukraine à continuer de se battre. La ville est la source de la majeure partie du charbon utilisé pour l'industrie sidérurgique du pays, autrefois pilier de l'économie ukrainienne et toujours son 2e secteur le plus important. Bien que la production soit tombée à moins d'un tiers de son niveau d'avant-guerre. Ce charbon métallurgique est nécessaire à la production de fonte qui alimente la majorité des anciens fourneaux sidérurgiques ukrainiens et une part importante de ses exportations industrielles. Alors pour ceux qui me suivent assidûment, vous vous souvenez, je vous avais parlé de ce charbon qui est un charbon premium dont l'Ukraine est un très gros producteur et qui exporte ce charbon utilisé exclusivement en métallurgie. C'est un charbon de très haute qualité, nécessaire pour tout le monde, hein, pour tous les pays du monde, j'ai envie de vous dire. On a besoin de ce charbon-là. Alors l'Ukraine n'est pas le seul producteur, heureusement, mais c'est un des producteurs principaux. Donc là, c'est bien qu'il parle de cela. Bref, vous voyez que tout est imbriqué en Ukraine. Et le fait de perdre Pakrovsk, ça va permettre aux Russes de prendre cette usine de production qui, bien évidemment, va être un atout de plus concernant le gouvernement russe. Alors maintenant, comme c'est devenu la tradition dans les points sur l'Ukraine, je vous donne les chiffres des pertes ukrainiennes dans l'oblast de Kursk, selon TASS, l'agence de presse russe, parce qu'ils donnent des chiffres précis, donc c'est intéressant. Alors maintenant, comme je vous le dis aussi chaque semaine, on y croit, on n'y croit pas, je vous donne les chiffres, vous en faites ce que vous voulez. Donc depuis le début des hostilités dans la région de Kursk, c'est-à-dire depuis le 6 août, Kiev a perdu plus de 24 367 militaires. Ça inclut les morts et les blessés. 167 chars, alors ça c'est pour tous les véhicules qui vont suivre. Ça inclut les immobilisés et les détruits. 79 véhicules de combat d'infanterie, 101 véhicules blindés de transport de troupes, 952 véhicules blindés de combat, 651 véhicules à moteur. Ça, c'est les autos de particuliers, hein, tout simple. 200 pièces d'artillerie, c'est-à-dire les obusiers. 38 lanceurs roquettes multiples, dont 9 HIMARS et 6 MLRS de fabrication américaine. 9 lanceurs de missiles antiaériens. 5 véhicules de transport et de chargement. 48 stations de guerre électronique, 9 radars de contre-batterie, 3 radars de défense aérienne, 22 pièces d'ingénierie et autres équipements, dont 13 véhicules contre-obstacles, 1 véhicule de déminage UR-77 ainsi que 3 véhicules blindés de réparation et de dépannage. Là, c'est un article du New York Times qui nous dit « Les luttes politiques internes entravent les efforts de l'Ukraine pour éviter une crise énergétique. » Encore une affaire de corruption au sein du gouvernement ukrainien. De hauts responsables du secteur de l'énergie sont tombés et des décisions clés en matière de politique énergétique ont été retardées en raison de calculs politiques, affirment les législateurs et les experts, ce qui fait perdre à l'Ukraine un temps précieux dans la préparation de l'hiver. Voilà, donc là on a Kudrytsky qui a été limogé, donc qui était le patron d'Ukrenergo. Et là, qu'est-ce qu'on apprend là? Pour couronner le tout, 2 membres du conseil de surveillance d'Ukrenergo ont démissionné en guise de protestation, affirmant que leur licenciement était politiquement motivé. Plusieurs parlementaires de tous bords ont déclaré que German Galuchenko, le ministre ukrainien de l'énergie, c'est lui, était à l'origine de cette décision visant à obtenir un plus grand contrôle sur la gestion de l'entreprise. Alors pourquoi le ministre de l'énergie, lui,
fait ça. Il vire le patron Kugrititsky, bah, c'est parce que lui faisait un très très bon travail. Apparemment, il le faisait de manière tout à fait honnête. Mais comme il brasse tellement, Ukrenergo brasse tellement d'argent de l'Union européenne et des États-Unis que d'après ce qu'on lit, hein, au niveau de la corruption, le ministre de l'énergie, lui, bah, voulait prendre une part du gâteau. Et donc, bah, il vire donc lui, qui a apparemment été un peu trop intègre, bah, pour essayer de prendre le contrôle de Ukrenergo et bah, de s'en mettre plein les fouilles. Typique. Apparemment, en Ukraine, il ne peut exister aucune digue anticorruption qui peut arrêter cette corruption rampante et colossale, apparemment. Là, un article du Washington Post qui nous dit « À l'approche des élections américaines, la situation en Ukraine s'aggrave. Le plan de victoire de Zelensky sera probablement bien loin de la victoire totale que beaucoup espéraient, alors que le cynisme et la fatigue s'installent parmi les alliés occidentaux de l'Ukraine. » Alors oui, donc là c'est bien dit, le cynisme et la fatigue, ça c'est pour dire bah, il va y avoir un abandon prochain, bientôt. Parce que c'est ça que ça veut dire le cynisme et la fatigue qui s'installent parmi les alliés occidentaux. C'est ça que ça veut dire. Hein, faut pas se voiler la face. Et là, le Washington Post qui insiste, vous voyez là, l'Ukraine avec le drapeau blanc de la reddition, les Américains sont-ils prêts à abandonner l'Ukraine? Tous ces discours sur une fin négociée de la guerre en Ukraine ont pour but principal de plaire aux Américains. Vous voyez, quand on lit l'article, c'est exactement ce que je vous disais il y a 1 an et demi. C'est-à-dire que le coup de dire « Oh, on va négocier, peut-être qu'on va céder du terrain, peut-être qu'on va céder ceci, cela à la Russie, mais d'un autre côté, on va tout faire pour garder nos territoires et rien n'est perdu, on va tout faire pour être victorieux. » Dixit Zelensky, qui nous donne 2 discours contradictoires. Il y a 2-3 mois, je vous avais dit que Zelensky était prêt à céder des territoires à la Russie, mais que ce ne serait pas lui qui déciderait, mais le peuple ukrainien, par référendum. Et là, tout d'un coup, il revient à ses premiers amours, c'est-à-dire le bellicisme absolu, faire toujours plus la guerre, être encore plus agressif envers la Russie pour obliger la Russie à venir à la table des négociations. En gros, vaincre la Russie, parce que c'est ça que ça veut dire, pour obliger la Russie à négocier avec l'Ukraine. Vous voyez ce délire absolument total de Zelensky, et là on voit la vérité. Donc là ce titre est en parfaite transition avec celui précédent. Donc oui, tout ça, il va y avoir un pragmatisme forcé côté Occident, c'est obligé. Et là, qu'est-ce qu'ils ajoutent? Ont pour but principal de plaire aux Américains. C'est ce que je vous dis depuis 1 an et demi. C'est-à-dire, on fait semblant de dire à l'Ukraine, on est avec toi, mais en réalité, les ventes et les donations d'armes baissent, tout comme les donations en argent. Tout baisse. Et tout montre que tout le monde abandonne l'Ukraine en réalité. Tout le montre. Absolument tout. Donc là, ils disent pour but principal de plaire aux Américains. C'est une phrase joliment dite pour dire on fait de la communication là. On fait juste de la communication pour éviter de dire au peuple américain on laisse tomber l'Ukraine. Donc on fait ça tout doucement à l'image de la grenouille ébouillantée, c'est-à-dire on ébouillante tout doucement la grenouille afin qu'elle ne s'en rende pas compte. Donc là on raconte n'importe quoi aux Américains, on les endort, on les hypnotise, mais tout doucement, afin que les Américains ne se rendent pas compte, tout de suite, tout du moins, qu'ils sont pris pour des imbéciles. Mais bon, cette communication est faite à tous les peuples occidentaux. Bien évidemment, pas qu'aux Américains. Alors là, c'est le New York Times, et là, on a quelque chose d'étonnant. On a, dans une interview décousue,
Trump accuse Zelensky et non Poutine de la guerre en Ukraine, c'est-à-dire d'être à l'origine de la guerre en Ukraine. Alors là, c'est incroyable. La guerre a commencé lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, mais Donald Trump a déclaré dans un podcast que le président ukrainien n'aurait jamais dû laisser cette guerre éclater. Donc en gros qu'il en est à l'origine, Zelensky, de cette guerre. Vous voyez ? Imaginez-vous si Trump gagne les élections. Effectivement, on peut comprendre que l'Ukraine soit très inquiétée. Vous vous souvenez, dans la vidéo de la semaine dernière, de samedi dernier, on a le congressman Matt Gaetz qui avait dit carrément aux médias qu'il y avait 5 équipes qui avaient été repérées par les services secrets, 5 équipes de terroristes qui désiraient faire un attentat contre Donald Trump. Les 5 équipes ont été arrêtées, mais Matt Gaetz a révélé, et je vous l'ai montré la semaine dernière, qu'une de cette équipe représentait une équipe ukrainienne pour la tentative d'assassinat de Trump. Et d'ailleurs, l'équipe ukrainienne, bon, Matt Gaetz dit l'équipe, mais en fait c'était un homme dont je vous avais fait une vidéo. Donc c'est l'équipe ukrainienne, entre guillemets, c'est l'équipe qui a aidé l'homme, le dernier, la deuxième tentative, à assassiner Donald Trump, parce qu'apparemment l'homme n'était pas tout seul. Voilà. C'est comme la deuxième tentative, encore une fois, qui a fait un stage en Ukraine, qui a été en Ukraine longtemps, etc. À la première tentative d'assassinat, apparemment, il y aurait eu 2 tireurs et non pas un seul. Voilà. Donc ça aussi, c'est très intéressant à savoir. Bon, bref, vous voyez que évidemment que l'Ukraine voudrait voir Trump mourir. Voudrait voir Trump assassiné. Ce serait le rêve de Zelensky, bien évidemment. Alors ici, un article du Washington Post qui m'a bien fait sourire. L'Ukraine renforce son industrie de défense avec l'aide de ses amis. L'Europe étant incapable de fournir à l'Ukraine toutes les armes et munitions dont elle a besoin, elle investit dans l'industrie d'armement en pleine expansion du pays. Alors quand on lit l'article, c'est vraiment très drôle. Bon là, il y a juste l'Europe, mais dans l'article, il y a marqué « Oui, l'OTAN ne peut pas livrer autant de F-16, de M777, de tanks, etc., d'obus. » Bon bref, vous avez compris. Et il y a aussi l'Europe. Donc les deux sont incapables, c'est-à-dire l'Europe et les États-Unis sont incapables de fournir les armes et munitions dont elle a besoin. Et donc l'idée de génie, dont je vous ai déjà parlé à maintes reprises dans les points sur l'Ukraine, c'est de faire des industries en partenariat avec les Européens et les Américains, c'est-à-dire des industries carrément françaises, allemandes, anglaises, américaines, construites de toutes pièces en Ukraine. Et comme je l'ai déjà dit à moult et moult reprises, mais qu'est-ce que c'est ridicule! Qu'est-ce que c'est ridicule! Est-ce que autour de chaque entreprise d'armement en Ukraine qui va se construire, est-ce qu'il y aura des systèmes complets anti-aériens? Non. Donc dès que les Russes ils vont attendre que ça soit fini de construire, moi c'est comme ça que je ferai, et voilà, ou pendant la moitié de la construction, j'en sais rien, après ils vont détruire les usines, tout simplement, parce que ça va se voir comme le nez au milieu de la figure, bien évidemment. Donc c'est complètement ridicule, mais bon, vous voyez l'absurdité, l'incompétence absolue qui frise le pathétique, j'ai envie de vous dire, quant à nos gouvernants, européens ou américains. Les bras m'en tombent, j'ai envie de vous dire. Mais bon, bref, c'est comme ça, faut s'y habituer. Un article du Washington Post qui nous dit « Les terminaux Starlink illicites de la Russie contribuent à son avancée en Ukraine. L'armée ukrainienne, sous-armée et en sous-effectif, disposait d'un avantage majeur sur son ennemi. Internet via les terminaux Starlink. Désormais, les Russes en bénéficient également. »
On va pas tout lire, juste ça. Les forces russes sont devenues plus meurtrières et plus agiles grâce à l'aide de terminaux Starlink illicites leur permettant d'utiliser l'Internet par satellite pour améliorer la coordination lors des assauts, d'effectuer davantage de sorties de drones et de frapper les troupes ukrainiennes avec des tirs d'artillerie précis, malgré les efforts américains pour arrêter le flux de technologie. Les terminaux, qui permettent aux commandants de voir en direct le champ de bataille grâce à des drones et de sécuriser les communications entre les soldats, sont soumis à des interdictions qui empêchent de nombreux appareils électroniques américains d'atteindre Moscou. Pourtant, il existe un marché noir florissant de terminaux Starlink qui permettent d'amener les terminaux aux Russes sur le front, et leur prolifération est un facteur important dans les récents gains de la Russie lors de son offensive, ont déclaré des soldats ukrainiens. Je vous en ai déjà parlé, pareil, c'est toujours la même chose, il y a des mois de cela. Je vous en avais déjà parlé, il n'y a que maintenant qu'ils se réveillent. Je vous avais dit que les terminaux au marché noir venaient principalement de Turquie et d'Azerbaïdjan. Étonnamment, je n'ai pas vu de rapport concernant des terminaux venant de Chine, peut-être parce que la Chine se sent scrutée au microscope par les Américains. Bon, je ne sais pas, mais en tous les cas, oui, je vous avais dit qu'il y avait des terminaux Starlink au marché noir qui permettaient d'aider les Russes grandement sur le champ de bataille et qui venaient d'Azerbaïdjan et de Turquie. C'était intéressant à noter. Alors que peut-on dire en conclusion ? Bien, tout d'abord que le plan de la victoire de Zelensky est ridicule. Son plan de la victoire en 5 points reprend en gros ses 2 précédents plans de la paix qui étaient en 10 points. D'ailleurs, plan de la paix où la Russie n'était pas invitée. Alors, il devait faire un sommet en Arabie Saoudite pour essayer de rattraper le fiasco du premier plan de la paix, mais cette fois en invitant la Russie, et ça ne s'est pas fait. Là, d'ailleurs, le dernier sommet de Rammstein, entre alliés contre la Russie, a carrément été annulé par Washington. Joe Biden ne s'est pas présenté, ni Anthony Blinken. Finalement, il a été annulé. Donc c'est une grosse claque contre Zelensky. Grosse claque de Washington d'ailleurs, qui en dit très long. Puisque maintenant, l'Ukraine, il y a un abandon programmé vis-à-vis de l'Ukraine. Donc on peut dire que ça y est, c'est fini l'Ukraine. Là en plus, manque de peau pour Zelensky. On a ce qu'il se passe au Proche-Orient qui prend, on va dire, presque toute la couverture médiatique. Donc l'Ukraine est d'autant plus abandonnée parce que ce qui compte pour les États-Unis, c'est Israël, c'est pas l'Ukraine. Bon bref, pour revenir au plan de la victoire, c'est complètement ridicule. Avant ce plan de la victoire, Zelensky avait tenté une manœuvre militaire, une sorte de plan B pour rattraper le fiasco terrible de juin 2023 lors de la grande offensive qui devait démarrer dans l'oblast de Zaporojye, plus exactement dans la région d'Orirov, piquer sur Tokmak, ensuite Melitopol pour enfin atteindre la mer d'Azov afin de couper l'armée russe en deux, une armée au nord, une armée au sud. Bref, tout ça, ça a été un fiasco, donc il a essayé de rattraper militairement en lançant la grande offensive de Kursk. Kursk qui était une offensive qui était vouée à l'échec dès le départ, comme le disait cet analyste néerlandais dans Forbes, dont je vous avais montré l'article. Offensive de Kursk qui a commencé le 6 août et qui a été une catastrophe annoncée, qui n'avait strictement aucune chance dès le départ. Et pourtant, Syrskyi a accepté ce plan, certainement à contre-cœur. J'ose le penser, étant donné que c'est un expert militaire et qu'il a dû obéir aux ordres de Syrskyi. Syrskyi qui apparemment a agi comme du temps de Valéry Zaloujny. Valéry Zaloujny qui devait obéir aux ordres de Syrskyi toujours à contre-cœur. Valéry Zaloujny qui se plaignait à plusieurs reprises dans le grand journal américain The Economist
en gros de l'absurdité des décisions de Zelensky et qu'il envoyait ses hommes à la mort, d'où le fait que Valéry Zaloujny ait été écarté du pouvoir. Et oui, et ça c'est public, hein, c'est pas un secret, hein, puisque Valéry Zaloujny s'en plaignait publiquement. Voilà, donc bref, Syrski, lui, il a été choisi parce que c'est un soldat loyal et obéissant, comme il l'a toujours été. Voilà, Syrski qui s'occupait de toute la stratégie sur Bakhmout, qui est maintenant appelé Artyomovsk. Syrski qui était appelé, quoi, qui avait le surnom parmi ses soldats du nom de boucher. On l'appelait le boucher. Voilà, c'est ce que beaucoup de ses soldats disaient de lui, parce qu'à Bakhmout, il n'en avait rien à faire de la vie de ses hommes. Voilà, quand son armée se battait contre Wagner. Parce que je vous rappelle que Syrski, c'était le commandant en chef de toute l'armée de terre. Et il s'occupait surtout de Bakhmout. Voilà, et à cette époque-là, Valéry Zaloujny, c'était le chef d'état-major. Voilà, juste un petit rappel historique. Donc Koursk était une action désespérée de dernier recours militaire de Zelensky pour essayer de rattraper le fiasco de la grande offensive de l'été dernier. Et Koursk, évidemment, a été une catastrophe comme c'était prévu dès l'abord. Alors, on dit que le plan de Zelensky, c'était de prendre la centrale nucléaire de Koursk. Alors, bon, si c'est ça, ça a été complètement un fiasco total, puisqu'il était, même au mieux de l'opération militaire de Koursk, même au mieux, ils en étaient très 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 loin de Koursk, très très loin, de mémoire à plus de 42 km. Donc ils en étaient loin, et ça c'était au mieux, quand l'offensive de Koursk était à son pic. Je dis bien à son pic, ils en étaient loin de la centrale nucléaire de Koursk. Bref, et là c'est un véritable massacre. C'est pour ça que j'ai tendance à croire les chiffres de TASS que vous avez vus dans cette vidéo-là. Bref, plan de la victoire qui a été un véritable fiasco. En plus, il l'a annoncé dans tout l'Occident, d'abord aux États-Unis, ensuite à la Rada, ensuite dans les pays d'Europe, dans les pays principaux d'Europe, là où il y a ses plus grands alliés. Et même les grands médias raillent quelque peu les 5 points du plan de la victoire de Zelensky, puisque, comme l'a dit le grand journaliste du Bild, Julian Robke, déjà les 5 points, en gros, ont déjà tous été rejetés par Washington. Donc, voilà, et il insiste. Et comme un enfant qui est pris la main dans le pot de confiture et qui dit c'est pas lui, eh bien on a un Zelensky qui invente les 10 000 soldats nord-coréens en Ukraine en disant aux alliés, regardez, on a 10 000 soldats nord-coréens en Ukraine, alors vous devez intervenir, hein, l'OTAN doit intervenir. Voilà, il ose dire ça, quoi. Il ose inventer ça, juste après que son plan de la victoire était un fiasco, encore une fois. Après ces 2 plans de la paix, c'est que des fiascos sur fiascos. Hein. Toutes les décisions de Zelensky sont des fiascos. Donc comme je vous le dis, en analogie, c'est comme un petit gamin qui a la main dans le pot de confiture en disant eh, c'est pas moi, c'est pas moi. Bon, là, l'analogie, c'est regardez, il y a des soldats nord-coréens, intervenez, quoi. Voilà, donc on invente tout et n'importe quoi pour essayer de se tirer d'une situation qui est en réalité inextricable. Et Zelensky, il a beau être ce qu'il est, il n'est pas complètement stupide, je suppose, et il a parfaitement conscience de sa situation impossible. Hein, comme je l'ai répété à maintes et maintes reprises, il est pris entre le marteau et l'enclume, entre les néo-nazis qui le menacent physiquement et la pression de l'Occident qui a radicalement changé avec le temps, puisqu'il avait donc une pression des néo-nazis,
d'un côté, une pression de ses alliés de l'autre pour faire la guerre, ne pas négocier avec la Russie, et les alliés qui maintenant changent à 180 degrés et lui disent maintenant négocie, et fais la paix. Alors, le pauvre Zelensky, à mon avis, il sait plus sur quel pied danser, et il fait comme il peut. Mais moi, à la place de Zelensky, je ferais un peu comme lui. Surtout concernant les alliés. Après tout, les alliés au début lui disaient de surtout pas négocier parce qu'on lui garantissait une victoire et qu'il ne pouvait pas perdre, que l'OTAN ne pouvait pas perdre face à la Russie et que la Russie allait de toute façon s'effondrer. On lui a annoncé ça à Zelensky, c'est pour ça qu'il n'a pas négocié, alors que Zelensky voulait négocier. À 2 reprises, il allait négocier. Bon, parlons le vrai, il allait capituler, hein, à 2 reprises. Il allait le faire, hein. Il avait la volonté de le faire. Et on lui a tordu le bras, quoi. Washington lui a tordu le bras en disant non, tu négocieras pas, tu vas continuer, on va te donner tout ce qu'il faut, mais t'inquiète pas, tu vas être victorieux. Donc Zelensky, on peut comprendre qu'il soit furieux et qu'il demande sans cesse des armes et de l'argent. Il a raison, après tout. Bref, donc Zelensky, voyant son plan de la victoire tomber à l'eau, il nous fait le coup des Nord-Coréens. Le problème, c'est que Mark Rutte, comme je vous l'ai montré, le nouveau chef de l'OTAN, a dit qu'il n'y avait aucune preuve qu'il y avait des soldats nord-coréens en Ukraine. Mais quand même, Mark Rutte a mis du miel dans ses paroles en disant qu'il serait quand même toujours à côté de l'Ukraine jusqu'à la victoire. Évidemment, tout ça ne sont que des mots pour calmer Zelensky et uniquement pour calmer Zelensky. Comme je vous l'ai montré dans un article du Washington Post, tout ça, c'est que de la communication. Et comme je l'ai déjà dit dans ma vidéo de la semaine dernière, là, l'OTAN l'Occident est en train de se débattre pour montrer au monde qu'ils vont perdre sans avoir l'air de perdre. Donc c'est tout un art. Donc évidemment, là, c'est énormément de communication, énormément de propagande. Donc un grand contrôle des médias, là, très très important pour faire passer la pilule de la future défaite, mais sans trop avoir l'air de perdre. Ça va être extrêmement difficile pour l'Occident. Sinon, bien évidemment, comme je vous le répète chaque semaine, sur le front, les Russes avancent toujours. La Rasputitsa, ça y est, maintenant, elle est présente. Ça va rendre les choses encore plus difficiles qu'elles ne sont, surtout côté ukrainien. Et bien évidemment, on a l'hiver qui arrive avec la crise énergétique absolument catastrophique annoncée. L'hiver approchant, pour moi, et ça ne reste que mon opinion, ça va être le coup de marteau final sur la tête de l'armée ukrainienne qui va faire qu'il y aura une débandade et une capitulation de Zelensky, à mon avis, peut-être que je me trompe, obligatoire d'ici la fin de l'année. C'est mon pari, c'est ce que j'ose dire. Nous verrons bien si je me suis trompé ou non. Voilà, c'est ce que je pouvais dire en conclusion. Maintenant, on va passer à la carte militaire. Voici la carte militaire. On va commencer par un événement notable dans le sud, c'est-à-dire dans l'oblast de Mykolaïev, où il y a une frappe de 5 missiles Iskander-M sur une usine de réparation de chars et véhicules blindés, mais apparemment surtout de chars. Donc 5 frappes terribles. J'ai vu les images, c'est assez impressionnant. Donc à noter quand même le renseignement russe qui a été très bon, puisque c'est une zone quand même où il y a des forces assez importantes de l'OTAN ici. Hein, on n'est pas très loin d'Odessa. Ici, il y a quand même pas mal de forces de l'OTAN. Bref, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de système anti-aérien, il faut dire ce qui est. Il n'y a plus rien. Les 5 sont passés directement.
Bon, sans surprise, de toute manière, on sait très bien que les systèmes antiaériens de Kiev sont épuisés, donc sans surprise. Sur Kherson, il ne s'est rien passé, ni sur le Dniepr d'ailleurs. Par contre, là, dans l'oblast de Zaporojie, il y a eu une avancée russe, ici. Donc là, ils ont pris la ville de Levadnié. Voilà, donc bonne avancée quand même, hein. Donc ça, c'était important à dire. Là, dans la zone de Donetsk, à l'ouest, les Russes ont fait aussi une bonne avancée. Donc ils s'approchent tout doucement. Ils s'approchent de Koulakovie, qui est une ville importante. Et comme je le dis toutes les semaines, c'est de là qu'ils tiraient, principalement avec des obusiers César, la ville de Donetsk. Et comme je vous le dis aussi chaque semaine, ça fait maintenant quelques mois qu'ils ne tirent absolument plus rien. Sur Pakrovsk, il y a eu une petite avancée sur 2 fronts. Donc ici, au nord de Selidovier, et ici où ils ont pris une petite localité qui s'appelle Promin. Voilà. Donc ils s'approchent tout doucement de Pakrovsk. Quand Pakrovsk tombera, hein, vous voyez ce nœud logistique, ce sera absolument terrible. Je rappelle, comme chaque semaine, que Pakrovsk, maintenant qu'Ougledar est tombé, ça devient l'endroit le plus important à prendre du moment pour les Russes. Sur Tchassivyar, il y a eu une avancée absolument énorme dans le sud de Tchassivyar. On voyait, là c'était là la semaine dernière, en pointillé, c'est les lignes de front de la semaine précédente. Et là vous voyez une avancée dans cette direction, une avancée vraiment énorme. Donc apparemment ils ont décidé de prendre Tchassivyar en tenaille et principalement vers le sud. Donc ça fait longtemps, hein, qu'ils avancent plus ici, hein, vers le nord de Tchassivyar, ça fait longtemps. Par contre, toutes les semaines, il y a des avancées vers le sud, lentes. Sauf que là, cette semaine, ce n'est pas lent. C'est une grosse avancée. Tchassivyar, c'est bientôt fini. Alors, sur Krasny Liman, il ne s'est rien passé. Là, Kupiansk, il s'est passé quelque chose. C'est pas que les Russes ont avancé, mais c'est que Kupiansk, il y a eu un ordre d'évacuation de la population. Alors pour information, Kupiansk, le maire de Kupiansk, quand les Russes avaient pris la ville, le maire de Kupiansk de l'époque était passé côté russe. Il a été ensuite, juste après, il a été assassiné par le SBU. Voilà, il avait donné les clés de la ville aux Russes, le maire de Kupiansk, et encore une fois, il a été assassiné. Donc là, bref, la version officielle, c'est que les Ukrainiens de Kupiansk sont évacués parce que il y aurait de trop gros problèmes énergétiques, surtout avec l'hiver qui arrive. Donc ce serait la raison officielle. Bon, la raison officieuse, c'est que les Russes vont prendre la ville bientôt, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Et quand il y a une évacuation de la population, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est l'abandon de la ville, hein. Alors c'est d'abord l'évacuation de la population. Ensuite, il y a une bataille, évidemment, parce qu'il y a les soldats ukrainiens qui restent dans la ville, qui fortifient. C'est toujours le même scénario. Ça va batailler quelques temps, et puis les Russes vont prendre Kupiansk. Bref, c'est du déjà vu en permanence d'ailleurs. Sur le front du nord, Vovchansk-Lipsy, il ne s'est rien passé de notable. Sur Kursk, par contre, oui, les Russes ont encore avancé, comme vous pouvez le voir ici et ici. Donc bien évidemment, Kursk se réduit de semaine en semaine. Là, ils ont décidé de fortifier Souja comme ils le peuvent.
Mais d'après ce que j'ai compris, Kiev est en train de réfléchir pour faire une retraite des forces de Kursk, une retraite vers Soumy. Alors bon, est-ce que vraiment ça va se faire? Ce serait un peu inhabituel de la part de Zelensky, mais c'est tout à fait possible, puisqu'il y a beaucoup de forces de l'OTAN et il y a les meilleures forces ukrainiennes ici. Ce serait dommage qu'elles meurent pour rien, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Donc là, pour une fois, il étudierait une retraite de Kursk. Nous verrons bien. Ici, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, à de multiples reprises, les Ukrainiens ont avancé ici et ici. À 2 reprises, ils se sont fait massacrer. À la 3e reprise, donc la semaine dernière, ils ont envoyé d'énormes forces ici et surtout ici. Et en fait, ils ont envoyé tellement de forces, surtout en véhicules blindés, que ils ont réussi à pénétrer. Mais ça fait déjà 2 semaines qu'ils sont bloqués ici. Ici et surtout ici, c'est un véritable cimetière de chars et de véhicules blindés, tellement ils ont envoyé de troupes. Donc en gros, ils n'ont pas abandonné, mais ils ont stabilisé Kursk, c'est-à-dire où ils envoient plus rien à Kursk ou quasiment plus rien. Par contre, ils ont décidé d'envoyer tout ce qu'ils ont ici, apparemment. Et comme c'est toujours au même endroit, puisque ça fait plus d'1 mois qu'ils essayent toujours dans ces 2 endroits très exactement, comme je vous le montre toutes les semaines, les Russes sont préparés, évidemment, il y a des avions Sukhoi 25, des Ka-52, c'est les hélicoptères de combat, l'artillerie, les drones, les missiles, donc comme c'est toujours aux mêmes endroits qu'ils attaquent, et que ça fait plus d'1 mois que c'est comme ça, ils se font littéralement massacrer. Donc le but, comme je le suppose, c'était de prendre à revers l'armée russe ici. Voilà, c'est ma supposition tout du moins, mais je trouve qu'ils sont bien loin quand même. Enfin bref, c'est un massacre, hein, d'où les chiffres de TASS qui seraient en cohérence, parce qu'on a les vidéos et les photos. C'est un véritable cimetière de véhicules blindés et de chars ici et ici. Il y en a vraiment partout, c'est absolument terrible. Donc ça confirmerait ce que dit TASS. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la carte militaire, où là, cette semaine, il n'y avait pas grand chose à dire. Voilà, c'est terminé. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne et toujours, soyez curieux.